La nuit dernière, un homme a dormi derrière un abribus. Pas parce qu'il avait raté son bus, pas parce qu'il cherchait un endroit discret pour se reposer, mais parce qu'il n'avait plus d'autre endroit au monde où respirer. C'est ainsi que commence une journée ordinaire dans l'Amérique que personne ne veut filmer, celle qui s'étend dans les recoins où les caméras ne s'attardent jamais. Phoenix appelle cela un « nettoyage ». Los Angeles préfère dire « restauration de l'ordre ». New York parle « d'urgence sociale ». Trois façons polies d'expliquer qu'on déplace la misère au lieu de la comprendre, qu'on la pousse hors du cadre pour préserver l'illusion d'un pays en contrôle de lui-même. Derrière ces mots parfaitement polis se cache une réalité que rien ne peut embellir. Des femmes s'endorment dans des ruelles où les murs sentent encore la fumée et les seringues abandonnées. Des hommes tentent de survivre dans une chaleur désertique qui brûle la peau comme une fournaise. À Manhattan, certains dorment dans des stations de métro si glaciales que leur souffle devient vapeur. On dit que tout cela forme une « crise ». Mais ce mot est trop petit. Ce que l'Amérique traverse n'est pas un accident, c'est une fracture morale, profonde, installée, une blessure qui s'élargit année après année. Selon les chiffres fédéraux, plus de 650 000 Américains étaient sans logement en 2025. Un record historique qui ne reflète pourtant qu'une fraction de la réalité, car des milliers vivent dans des voitures, dans des garages improvisés, chez des amis, ou disparaissent dans des zones rurales où personne ne compte vraiment. Un tiers de ces personnes dort directement dehors, sous les ponts, dans les parkings, dans des véhicules hors d'usage transformés en refuge. Ce sont les invisibles d'une nation obsédée par sa réussite. À New York, plus de 130 000 personnes passent chaque nuit dans des centres d'hébergement bondés, saturés, parfois dangereux. À Los Angeles, malgré des milliards dépensés, Skid Row s'étend comme une ville parallèle, des rues entières de tentes, de bâches, de fumée, de murmures. On y marche comme dans un territoire abandonné, au cœur d'une métropole pourtant célébrée pour son glamour. À Phoenix, la chaleur écrase tout. Le goudron devient une plaque brûlante, les abris fondent, les bouteilles d'eau s'évaporent en quelques heures. La population sans abri y a augmenté de près de 30% en 2 ans, transformant certains quartiers en villages de toile. Partout, de Seattle à Dallas, de l'Iowa à l'Ohio, de petites communautés d'invisibles s'installent dans les interstices de l'Amérique. Ce ne sont pas des marginaux. Ce sont des travailleurs qui ont basculé. Des personnes qui avaient un emploi, une adresse, une routine. La chute est venue vite, souvent après une facture médicale trop lourde, un licenciement inattendu, ou une augmentation de loyer impossible à suivre. Une mère seule qui ne pouvait plus payer son traitement. Un vétéran qui n'a jamais reçu l'aide promise. Un jeune adulte sorti d'un foyer d'accueil sans guide, sans ressources, sans filet. La nouvelle génération de sans-abri n'a plus rien à voir avec les stéréotypes d'autrefois. Beaucoup travaillent encore, parfois à temps plein, mais n'ont pas les moyens de se loger. Quand le prix de l'immobilier augmente 2 fois plus vite que les salaires, quand les soins deviennent un luxe, quand les protections sociales s'effritent, alors personne n'est réellement à l'abri. Il suffit d'un mois difficile, d'un accident, d'une maladie, d'un retard de paiement. Une seule fissure peut tout faire s'effondrer. Ce qui se brise aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'accès au logement. C'est une croyance. Celle qui promettait que le travail suffisait pour survivre, que l'effort payait toujours, que la réussite dépendait uniquement de la volonté. Si l'Amérique est aussi riche qu'elle le prétend, pourquoi alors laisse-t-elle des centaines de milliers de personnes dormir dehors? Pourquoi accepte-t-elle que tant de vies basculent en silence? Peut-être que la bonne question n'est pas « Pourquoi sont-ils devenus sans abri ?» mais plutôt « Pourquoi n'avons-nous rien fait quand il était encore temps ?» Personne ne se réveille un matin en décidant de devenir sans abri. Il y a toujours une première nuit. Un moment précis où la dernière clé cesse d'ouvrir la dernière porte. Un moment où le monde se rétrécit, où tout ce qui tenait debout s'effondre en silence. La chute ne vient pas d'un seul coup, elle s'annonce par une accumulation lente, presque imperceptible, de petites tragédies qu'on croit pouvoir gérer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, perdre son logement n'est plus le résultat d'un bouleversement exceptionnel, mais la conséquence d'une série de pressions qui finissent par broyer même les plus résistants. Le loyer augmente, le salaire stagne, une dette médicale explose. Le filet social, déjà fragile, se déchire. Et lorsque l'un de ces piliers cède, les autres suivent comme des dominos. J'ai perdu mon travail, puis mon appartement. Ça peut arriver à n'importe qui, murmure un homme dans une ruelle de Phoenix, les yeux perdus dans un passé récent où il avait encore une porte à fermer derrière lui. Et il a raison. L'histoire de Linda le prouve. Linda avait 48 ans.
Infirmière depuis plus de 20 ans, elle avait consacré sa vie aux autres. Jusqu'au jour où un accident de voiture a brisé non seulement son corps, mais aussi tout ce qui donnait une structure à son existence. Trop blessée pour travailler, insuffisamment couverte par son assurance, et ignorée par des aides administratives trop lentes, elle s'est retrouvée en quelques mois sans moyens, sans ressources, sans foyer. Celle qui soignait les autres se retrouvait à dormir dans une vieille voiture derrière une église, s'efforçant chaque matin de se recoiffer pour ne pas perdre sa dignité. « J'ai passé ma vie à aider, dit-elle, mais quand j'ai eu besoin d'aide, personne n'est venu. » Et Linda n'est qu'une voix parmi des milliers. En 2025, près d'un quart des personnes sans logement avaient un emploi. Temps plein ou temps partiel, qu'importe, leur salaire ne suffit plus à affronter la flambée des loyers. La moitié d'entre eux dépensent plus de 50% de leurs revenus uniquement pour se loger. Le moindre imprévu devient alors un précipice. Un pneu crevé. Une facture d'hôpital. Une coupure d'électricité. Des détails qui, pour certains, n'ont pas d'importance, mais qui pour d'autres, signifient la perte brutale de tout. À cela s'ajoute une crise silencieuse, plus profonde encore, celle de la santé mentale. Plus de 30% des personnes vivant dans la rue souffrent de dépression, de traumatisme, de troubles lourds. Pourtant, seul un tiers reçoit un traitement adapté. Dans certaines villes, les cliniques ferment faute de financement. Les files d'attente s'allongent. Les médicaments deviennent inaccessibles. L'isolement s'intensifie. Et quand l'esprit sombre, le reste du corps suit. À Phoenix, les centres publics débordent. À Seattle, les hôpitaux psychiatriques ferment des services entiers. Le pays affronte une épidémie de souffrance invisible, qui se traduit par des cris étouffés sous des ponts et des regards éteints sur des bancs de gare. Une maladie sociale qui ne se soigne pas seulement avec des médecins, mais avec de l'écoute, de la présence, de la compassion, des qualités qui semblent aujourd'hui manquer autant que les logements. Ce n'est pas seulement un échec matériel. C'est un échec moral. Lorsqu'un pays laisse des centaines de milliers de personnes dérivées à la marge, ce n'est plus l'individu qui doit être blâmé, mais un système qui a oublié sa responsabilité. La normalisation de la souffrance devient un signe de décadence. L'indifférence, un luxe que seule une société en déclin peut se permettre. Et pourtant, derrière chaque tente, il y a un être humain qui n'attend pas qu'on lui donne tout, mais simplement qu'on lui tende une main avant qu'il soit trop tard. Dans ces rues brûlantes, sous ces ponts glacés, il existe encore une étincelle fragile, le désir de tenir malgré tout. Le besoin de croire qu'une seconde chance est possible. Car vivre dehors n'est pas un choix. C'est une conséquence. La conséquence d'un pays où le coût de la vie a dépassé le coût d'être humain. La prochaine partie nous conduira là où beaucoup ne vont jamais, au cœur des rues de l'ombre, là où les villes révèlent leurs visages que personne ne montre dans les brochures touristiques, là où la survie devient un art, une guerre, une prière. Le jour, les villes américaines brillent d'un éclat presque trompeur. Les gratte-ciels renvoient la lumière, les voitures filent, le bruit du quotidien crée l'illusion d'un pays vivant, dynamique, en contrôle. Mais lorsque le soleil disparaît derrière les immeubles, un autre monde s'éveille. Un monde sans musique, sans décor, sans protection. Un monde où les ombres remplacent les vitrines et où la survie devient la seule activité nocturne. À Los Angeles, Skid Row s'étend sur des dizaines de pâtés de maisons. Un territoire parallèle où la ville semble s'être retirée, laissant derrière elle un paysage de tentes, de bâches, de fumée et d'espoir en lambeaux. La nuit, les rues s'emplissent de murmures, de pas traînants, de chuchotements fatigués. Des centaines d'hommes et de femmes s'endorment sous des lumières néons qui clignotent comme un rappel cruel du monde auquel ils n'appartiennent plus. À Phoenix, c'est la chaleur qui gouverne. La zone, un vaste campement improvisé, rassemble des centaines de personnes autour de feux de fortune. Des silhouettes partagent une boîte de nouilles, une bouteille d'eau, un morceau de savon. À la lueur du feu, on distingue des visages marqués par la fatigue, des yeux trop vieux pour leur âge. Certains se tiennent droit, d'autres vacillent, mais tous portent les cicatrices d'une vie qui a cessé de faire semblant d'être juste. Dans ces villes de toile, la pauvreté n'est pas la seule ennemie. Le danger rôde à chaque coin de rue. Le vol est constant. La violence imprévisible. Mais l'ombre la plus puissante s'appelle fentanyl. Une poudre si forte qu'elle peut stopper un souffle en quelques secondes. On ne la prend pas pour se détruire, on la prend pour oublier. Pour calmer la faim, masquer la douleur, éteindre la mémoire. En une seule année, des milliers de vies disparaissent ainsi,
effacés sur ces trottoirs que personne ne veut regarder. Et pourtant, malgré l'obscurité, de petites lumières résistent. À certains carrefours, des bénévoles distribuent des repas chauds, sans poser de questions. Sous des ponts, des médecins dressent de modestes cliniques, recousant des plaies ouvertes par le froid, la nuit, l'indifférence. On y trouve des infirmières qui soignent sans jugement, des retraités qui offrent des couvertures, des inconnus qui passent juste pour dire « tu n'es pas seul ». Ces gestes, minuscules dans l'immensité du problème, sont pourtant héroïques. Ils ne changent pas tout, mais ils maintiennent quelque chose de fondamental, la reconnaissance de l'humanité. Dans ces rues où la dignité disparaît aussi vite qu'une flamme dans le vent, ces actes sont des étincelles, fragiles mais réelles. Ces quartiers oubliés sont un miroir. Ils reflètent ce que l'Amérique veut cacher, une nation où les rêves brûlent plus vite que les solutions. Une nation où la frontière entre stabilité et chute n'a jamais été aussi mince. On dit parfois que ces vies sont perdues, que rien ne peut être fait. Mais regarder un seul de ces visages suffit pour comprendre le contraire. Dans ces regards hantés, il y a de la peur, oui. De la fatigue, sans doute. Mais il y a aussi quelque chose d'indestructible, une volonté, même infime, de continuer. Une quête de chaleur, de sécurité, d'écoute. Un espoir, aussi petit soit-il, que quelqu'un allumera enfin la lumière dans ces rues englouties par l'oubli. Ces villes de fortune ne sont pas seulement des lieux de misère. Elles sont des témoins. Témoins d'un système en panne, d'un pays qui avance trop vite et laisse des milliers de vies derrière lui. Témoins aussi d'un courage discret, d'une solidarité silencieuse, de résistance minuscule qui prouve que tout n'est pas perdu. La question n'est plus « comment en sommes-nous arrivés là ?» La vraie question est « combien de temps acceptera-t-on de laisser cette partie du pays sombrer dans le noir ?» Car la nuit ne fait que révéler ce que le jour tente de masquer. Et tant que cette lumière restera éteinte, l'Amérique continuera à marcher à côté de sa propre vérité, sans jamais oser l'affronter.